On enchaîne alors avec les paralysies faciales, et là c'est le tour de la paralysie faciale périphérique. Et comme nous l'avons bien dit au tout début, la paralysie faciale périphérique va intéresser aussi bien le territoire facial supérieur que le territoire facial inférieur, à la différence de la paralysie faciale centrale qui prédomine sur le territoire facial inférieur et qui épargne le plus souvent le territoire facial supérieur. La paralysie faciale périphérique, comme je viens de le dire, c'est une atteinte équivalente des parties supérieures et inférieures du visage. Il n'y a aucune prédominance sur le territoire facial inférieur, comme c'est le cas de la paralysie faciale centrale. Et la symptomatologie, c'est en fait les symptômes que nous avons vus dans la paralysie faciale centrale, c'est l'effacement du pli nasogénien, c'est la chute de la commissure labiale, impossibilité de siffler, de gonfler les joues, et l'attraction de la bouche du côté sain lors du sourire. Et toute cette symptomatologie découle en fait de la paralysie musculaire, hein. C'est les muscles qui sont déficitaires, ils sont paralysés, donc ils peuvent plus se contracter et ils vont donner lieu à cette symptomatologie-là commune entre la paralysie faciale centrale et la paralysie faciale périphérique. De plus, nous avons des signes, on va dire, caractéristiques de la paralysie faciale périphérique parce qu'ils vont siéger au niveau du territoire facial supérieur qui est épargné au cours de la paralysie faciale centrale. Nous avons le signe de Charles Bell qui consiste en la bascule du globe oculaire en haut et en dehors. Donc c'est le globe oculaire qui va être orienté en haut et en dehors. D'accord. En lien avec la paralysie du 7 et effacement des rides du front. On sait bien que il y a le muscle frontal, c'est un muscle sous-cutané qui lorsqu'il se contracte, il donne lieu à ces rides de la frontale. Et une fois ce muscle paralysé, certes, il y aura disparition ou effacement des rides frontales et il n'y a pas de dissociation automatico-volontaire. Donc, il y a une atteinte automatique et volontaire égale. Voilà sur cette représentation les signes essentiellement observés au cours de la paralysie faciale périphérique. Donc nous avons une atteinte équivalente du territoire facial supérieur et du territoire facial inférieur. On commence par le territoire facial inférieur parce que c'est une chose qu'on observe également dans la paralysie faciale centrale. Nous avons l'effacement du pli nasogénien, d'accord. Donc voilà le pli à l'état normal, d'accord, en dehors de la paralysie, c'est-à-dire l'hémiface normale, l'hémiface d'accord non paralysé, et voilà du côté paralysé le pli a disparu. Nous avons l'ouverture de la commissure labiale avec une attraction lors du sourire, hein. Lors du sourire, nous avons une attraction de la bouche vers le côté sain. Pourquoi? Parce que du côté atteint, le muscle est paralysé, donc il ne peut pas se contracter. Et dès que le muscle contralatéral se contracte, il va attirer exagérément la cavité buccale vers son côté. Parce qu'à l'état physiologique, les deux vont se contracter à la même force pour aboutir à l'équivalence. Donc là, en dehors des sourires, ouverture de la commissure labiale avec une chute de la lèvre inférieure. Et à la contraction, le sourire, c'est inversion de l'inocclusion. C'est-à-dire qu'il va y avoir une inversion de l'inocclusion, comme je viens de vous le dire. Donc c'est la bouche qui va être attirée vers le côté sain. Donc, en dehors de la contraction, c'est-à-dire lorsque ce muscle-là, voilà, sain, contralatéral, normal, non paralysé, est en relaxation, d'accord. La commissure ou l'inocclusion labiale va être attirée vers le côté atteint. Mais lors de la contraction musculaire du muscle contralatéral qui est normal, qui n'est pas paralysé, il va y avoir une inversion de l'inocclusion, c'est-à-dire la bouche qui était attirée vers le côté atteint avant de sourire va être attirée vers le côté sain
au cours du sourire. C'est l'inversion de l'inocclusion labiale. Et là, voilà, on a tendance à dire que le malade est en train de fumer la pipe. D'accord? C'est le malade qui fume la pipe parce qu'il a inversé l'inocclusion. D'accord? Dès qu'il se met à sourire. D'accord? Et puis, nous avons au niveau du territoire facial supérieur où les signes sont très évocateurs d'une paralysie faciale périphérique car le plus souvent, la paralysie faciale centrale, soit elle épargne le territoire facial supérieur, soit elle prédomine sur le territoire facial inférieur. Donc là, au niveau du territoire facial supérieur, au cours de cette paralysie faciale périphérique, nous avons un effacement des plis ou des rides frontales ou des plis frontaux et du pli du sourcil. Et nous avons le signe de Charles Bell qui consiste en l'inocclusion palpébrale et l'éversion de l'œil. Éversion de l'œil, c'est-à-dire œil orienté en haut et en dehors. Et pourquoi cette inocclusion? Parce que l'orbiculaire des paupières est paralysé, d'accord? Parce que c'est un muscle dont l'innervation dépend du nerf facial. Voilà en gros ce que nous allons observer et ce qui va nous faire évoquer une paralysie faciale valable, c'est-à-dire le contexte clinique évocateur. D'autres symptômes et signes sont observés, à l'instar de l'élocution labiale gênée et la mastication imparfaite. Il faut savoir que cette atteinte ou cette paralysie faciale, cette atteinte des différents muscles innervés par le nerf facial va donner une répercussion, d'accord, sur l'élocution, c'est-à-dire sur l'articulation et même sur la mastication des aliments, d'accord. Donc il va y avoir une mastication imparfaite et une élocution labiale gênée. C'est-à-dire c'est un patient qui va un petit peu bégayer. Et dans les formes frustes, c'est-à-dire dans les formes infracliniques polysymptomatiques, d'accord, nous avons les cils qui sont plus apparents du côté paralysé que du côté sain. Pourquoi? Parce que l'occlusion oculaire ne se fait pas complètement. Et ça va nous donner cet aspect-là de cils plus apparent ou plus lent du côté paralysé que du côté sain à l'occlusion forcée des yeux. C'est ce qu'on appelle le signe des cils de Souk. D'accord? Je sais pas si j'ai... non. Ce signe-là des cils de Souk, je crois qu'ici, non, il y a pas une illustration qui nous montre voilà, convenablement ce signe-là. Donc, du fait que l'occlusion oculaire ne se fait pas complètement, c'est la paupière qui ne descend qu'à mi-distance, d'accord, elle ne va descendre qu'à mi-distance, d'accord, de l'œil, et ça va nous donner l'impression qu'il y a des cils, que les cils alors du côté atteint sont plus lents que du côté sain, d'accord, c'est ce qu'on appelle le signe des cils de Souk, et le réflexe cornéen qui va être aboli. Pourquoi? Parce que la voie efférente, voilà, est atteinte. Et la voie efférente qui est médiée par le nerf facial, destinée au nerf orbiculaire innervé par le facial, est atteinte, d'accord? Elle est endommagée. C'est-à-dire que la commande qui vient du système nerveux central pour stimuler ce muscle à se contracter est endommagée. Par conséquent, bien qu'il y ait alors un stimulus, parce que la voie afférente est indemne, c'est le trigemot, d'accord? La voie afférente, c'est l'ophtalmique, c'est le 5-1. Donc la voie afférente est indemne, mais la voie efférente n'arrive pas à faire parvenir le signal que le système nerveux central émet en direction du muscle orbiculaire. Par conséquent, on va noter une abolition du réflexe cornéen. Également, il y a certains réflexes qui dépendent alors du nerf facial, à l'instar du réflexe nasopalpébral, d'accord, c'est-à-dire donc une stimulation au niveau nasal qui entraîne une occlusion réflexe, alors une occlusion oculaire réflexe par contraction des muscles alors donc orbiculaires. Le cochléopalpébral. Le réflexe cochléopalpébral est un réflexe que j'aime bien parce qu'il m'a impressionné la première fois. C'est le réflexe
réflexe que nous observons tous les jours, donc qui consiste en l'occlusion palpébrale ou en l'occlusion oculaire en entendant un bruit imprévu, d'accord? C'est-à-dire donc on était au calme, au silence, et là, de façon soudaine, alors un bruit se produit, et là, ça va nous amener à nous contracter les orbiculaires et à nous fermer donc les yeux de façon réflexe, de façon involontaire. Et nous avons le réflexe du clignement à la menace, donc il disparaît. Le réflexe nasopalpébral également. Le cochléopalpébral de même. Donc il y a une panoplie de réflexes qui vont être portés absents au cours de cette paralysie faciale périphérique surtout. Donc il faut toujours se rappeler qu'on est dans le territoire facial supérieur. Et ce territoire-là est généralement peu symptomatique au cours des paralysies faciales centrales ou carrément indemnes. Nous avons une hypoesthésie cutanée. Donc là, certes, au niveau de la zone de l'Arm-Seyhan, c'est une zone dont l'innervation sensitive dépend du nerf facial. Dès que le nerf facial est endommagé, dès qu'il y a cette paralysie faciale, il va y avoir une hypoesthésie, voire anesthésie au niveau de cette zone. Nous avons également une manifestation très importante à connaître, c'est l'hyperacousie douloureuse par atteinte du muscle stapédien. Au tout début, quand je me suis longtemps étalé sur l'anatomie, probablement ça aurait été un petit peu ennuyeux, mais c'est très important de s'attarder sur cette anatomie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous initie à la clinique et c'est elle qui nous explique la clinique. Pourquoi cette hyperacousie douloureuse? Parce que nous avons un muscle qui est le muscle de l'étrier ou le muscle stapédien, innervé par le nerf facial, qui, lorsque le nerf facial est paralysé, donc il ne va plus fonctionner. Et à l'état normal, le rôle de ce muscle, c'est d'amortir, d'accord, les ondes sonores. C'est d'amortir les ondes sonores et d'assurer une bonne audition, c'est-à-dire de faire parvenir à travers la chaîne ossiculaire des trois osselets de l'oreille moyenne, voilà, à l'oreille interne, le stimulus à la fréquence qu'il faut et à la tonalité, on va dire à la fréquence qu'il faut passer à fréquence. Et puis là, si ce muscle est atteint, il n'y a plus d'amortissement. Donc l'oreille interne ne va pas recevoir des fréquences sonores appropriées, des ondes sonores dans l'état qu'il faudrait recevoir à l'état physiologique, et par conséquent on va noter une diminution de l'acuité auditive, plutôt une augmentation de l'acuité auditive, c'est une hyperacousie parce que l'onde va être très violente, elle va stimuler abusivement l'oreille interne, d'accord? Donc elle va stimuler abusivement l'oreille interne et ça va entraîner une hyperacousie mais qui est douloureuse parce que cette onde sonore là qui est violente n'a pas été amortie par l'activité de ce muscle là stapédien. Et certes, nous avions initialement mis l'accent sur l'activité sensitivo-sensorielle du nerf facial. On a parlé de la zone de l'Arm-Seyhan et on a parlé de l'innervation gustative, sensorielle gustative des deux tiers antérieurs de l'hémilangue. Ainsi, si voilà, donc voilà, donc juste pour m'assurer de l'enregistrement, parce que parfois je perds le fil. Alors, donc, c'est l'agueusie des deux tiers antérieurs de l'hémilangue, d'accord? Agueusie des deux tiers antérieurs de l'hémilangue. Pourquoi? Parce que les deux tiers antérieurs de l'hémilangue, l'innervation sensorielle, leur innervation sensorielle dépend du nerf facial. Nerf facial endommagé, il n'y a plus de sensorialité gustative à ce niveau-là. Donc, les deux tiers antérieurs de la langue qui ne pourront plus alors percevoir les saveurs et reconnaître et différencier les saveurs. Donc c'est l'activité gustative de la langue qui va prendre un coup. Le tarissement des sécrétions lacrymales qu'on peut objectiver au test de Schirmer. Le tarissement des sécrétions lacrymales, certes,
On avait parlé donc de la fonction végétative du nerf facial, et si le nerf facial est atteint, c'est toutes les fibres qui constituent son faisceau qui sont atteintes, végétative, sensorielle, sensitive. Voilà, par conséquent, l'expression clinique va être très polymorphe, motrice, végétative, sensitive, sensorielle. C'est ce que je vous avais dit dans l'introduction, d'accord? Voilà, et c'est ce qu'il faudrait savoir de façon générale sur la paralysie faciale. C'est le polymorphisme clinique qui la caractérise, pardon, et qui la dénote et qui la marque. Le tarissement des sécrétions lacrymales peut être objectivé au test de Schirmer. Comment se fait ce test de Schirmer? Donc, il nous permet d'objectiver une diminution des sécrétions lacrymales parce qu'on sait bien que le noyau lacrymo-muconasal parasympathique, donc il va émettre des fibres préganglionnaires qui vont faire un relais au niveau du ganglion sphénopalatin ou ptericopalatin, et les fibres postganglionnaires vont aller stimuler les glandes lacrymales et les glandes nasales pour mener leur activité sécrétoire. Dès que le nerf responsable de la conduction de ces influx efférents vers ces glandes-là est atteint, donc il n'y a plus d'informations on va dire, qui accourent au niveau de ces glandes-là, donc il va y avoir une diminution, voire une absence de la lacrymation et une hypolacrymation en cas de paralysie faciale périphérique. Alors, donc, en quoi consiste ce test-là de Schirmer qui nous permet alors on va dire, d'objectiver cette diminution de la sécrétion lacrymale ou cette atteinte lacrymale. Donc, ça consiste alors à déposer une petite bande, d'accord, une petite bande, d'accord, et cette bande-là, donc, vous voyez qu'il y a c'est gradé en centimètres, et nous allons alors mesurer combien de centimètres de cette bande vont s'imbiber de larmes. D'accord, vont s'imbiber de larmes. Et nous allons par la suite pouvoir, on va dire, évaluer le degré de l'hypolacrymation. Déjà évaluer est-ce que la lacrymation est normale ou pas. Si elle est anormale, à quel degré elle est atteinte. D'accord? Donc voilà, on dépose la bande au niveau donc, de la paupière inférieure. D'accord? On ne doit pas l'introduire dans l'œil. D'accord? On la dépose ici. Et puis, on s'attend à ce que cette bande s'imbibe, s'imprègne de larmes. Et puis, on va mesurer la distance, d'accord, de cette bande qui a été imprégnée de larmes, et on saura est-ce que la sécrétion est normale ou pas. Et puis, ces normes-là, ce n'est pas important à retenir. Et puis, en second lieu, on sait bien que le nerf facial est un nerf qui s'occupe de l'innervation des muscles de la mimique, c'est les muscles de l'expression faciale. Dès que notre nerf facial d'un côté donc est atteint, là c'est un souci. Et puis en fait le grand drame se voit lorsqu'il y a une diplégie faciale, c'est-à-dire lorsque les deux nerfs faciaux sont endommagés. Là c'est la disparition absolue donc de toutes les expressions faciales, de la grimace, des plis. Donc c'est l'atteinte, c'est la paralysie faciale bilatérale, tout simplement. Là, donc du fait que le nerf facial occupe donc cette fonction très importante qui est celle de l'innervation des muscles de la mimique, donc il faudrait qu'on s'assure qu'il y a une atteinte des muscles de la mimique. C'est la symptomatologie qui nous indique cette atteinte. C'est l'effacement du pli nasogénien, c'est le signe que je viens de vous montrer. Donc, c'est l'inversion de l'inocclusion. Donc, lorsqu'on sourit, d'accord, et lorsqu'on ne sourit pas, le muscle contralatéral est relâché. Donc, la lèvre inférieure surtout et toute la bouche va être attirée du côté atteint. Et puis, quand on sourit, elle va être attirée du côté vers le côté donc sain, c'est l'inversion de l'inocclusion labiale, donc toujours la bouche ouverte, donc il y a une inocclusion labiale parce que les orbiculaires sont atteints, chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais nous avons également l'effacement des plis frontaux, donc c'est l'atteinte des muscles sous-cutanés. Là,
on sait bien que le nerf facial donne une petite, on va dire, un petit impact sur la mastication. La mastication va être un petit peu dérangée, va être un petit peu gênée. Et l'élocution labiale également, l'articulation, bien que ce nerf ne joue pas vraiment un rôle capital dans ses fonctions, dans l'élocution, dans l'articulation des mots et dans la mastication. Là, dès que nous observons donc un souci dans la mastication, on doit rechercher les muscles masticateurs, donc on doit examiner les muscles faciaux indépendants du nerf facial, c'est-à-dire qui sont innervés par d'autres nerfs, dont les plus importants, c'est les masticateurs, parce qu'ils sont faciles, ils sont très accessibles à l'examen, et on va les retrouver tous normaux, les masticateurs, les muscles pharyngés, et également la motricité linguale, et qui est responsable en fait de l'articulation, de l'élocution et de la parole. Donc, voilà, on va les retrouver normaux. Nous avons les masticateurs, nous avons le masséter, nous avons le temporal et nous avons les pterygoïdiens. Ils sont innervés par le trigemot. Donc l'atteinte du nerf facial ne les intéresse pas. La motricité du pharynx et du val du palais, d'accord? La motricité du pharynx et du val du palais qui dépendent des deux nerfs 9 et 10. Le nerf glossopharyngien qui est le 9 et nous avons le nerf pneumogastrique ou le vague qui est le 10. La motricité du pharynx et du val du palais dépendent de ces deux nerfs, donc elle est indépendante du nerf facial. On ne devrait pas retrouver une atteinte alors de ces muscles-là au cours d'une paralysie du nerf facial, sauf s'il y a une atteinte associée. Là, c'est autre chose. D'accord, on parle de la paralysie faciale isolée. D'accord. Si la paralysie faciale est associée à d'autres atteintes des nerfs crâniens, là, on est susceptible de tout rencontrer. D'accord? Et la motricité linguale, qui dépend du grand hypoglosse, le dernier nerf crânien qui est le 12, donc va être également normal. Donc on doit examiner ces trois groupes musculaires, les masticateurs, les muscles pharyngés et ceux du val du palais, et les muscles de la langue, et on doit les retrouver tous normaux. D'accord? Et c'est un argument en faveur de la paralysie faciale, justement. Là, nous avons, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, lorsque la paralysie faciale est bilatérale, c'est-à-dire que c'est les deux nerfs faciaux, droit et gauche, qui sont paralysés, qui sont atteints, d'accord, pour une raison ou pour une autre. On va voir les étiologies. Ça va nous donner une disparition, d'accord, une disparition ou une perte totale de l'expression faciale et des mimiques. C'est des malades qui ne peuvent pas exprimer, donc exprimer, on va dire, leur grimace et autres. Et là, le visage va être atone, c'est un visage qui va être figé, c'est un visage qui ne peut pas s'exprimer, il est inexpressif, il est atone, avec une perte totale des mimiques. Pourquoi? Parce que les deux nerfs faciaux, responsables de la mimique, responsables de cette expression faciale, d'accord, sont atteints. Donc, on va dire qu'on se trouve une bonne explication pour ça. Et certes, si nous avons une paralysie faciale bilatérale, donc les signes de paralysie vont être retrouvés au niveau des deux hémifaces. Donc le signe de Charles Bell est bilatéral, éversion de l'œil bilatérale, des troubles importants de l'élocution et de la mastication. Là, pourquoi? Parce qu'en fait, le nerf facial, bien qu'il ne soit pas un nerf donc de grande importance sur le plan physiologique et anatomique, il n'est pas impliqué dans l'innervation des muscles de la langue, ni ceux du pharynx, ni des masticateurs, mais dès qu'il est déficitaire, notamment s'il y a une atteinte bilatérale, ça va donner un impact très profond sur l'élocution, c'est-à-dire sur l'élocution et sur la mastication. Pourquoi? Parce que bien que ces muscles ne soient pas innervés par le nerf facial, donc ils ne devraient pas être déficitaires en cas de paralysie faciale, mais ils sont toujours en coordination physiologique avec les autres muscles. C'est de la mécanique, d'accord? Et du fait que le support mécanique que les muscles innervés par le nerf facial apportent à ces muscles-là masticateurs et les muscles donc qui assurent la parole
et l'articulation des mots, et nous avons ceux du pharynx et du bas du palais. Le pharynx, donc c'est surtout la déglutition, etc. Donc, ces muscles-là, ils vont être touchés, d'accord, certes à moindre degré que les muscles innervés par le nerf facial, mais si la paralysie est bilatérale, donc l'impact va être très remarquable. Voilà, là un petit peu, un tout petit mot sur la place de l'ENMG dans le diagnostic et dans, on va dire, le dépistage de ces paralysies faciales une fois alors une clinique évocatrice est là. Donc l'électroneuromyogramme peut être effectué en cas d'atteinte sévère et en l'absence de récupération rapide lorsque l'atteinte ou la paralysie faciale est sévère avec de profonds troubles de l'élocution, parce qu'en fait les troubles de l'élocution ça fait partie des signes invalidants de la paralysie faciale ou des conséquences invalidantes de la paralysie faciale, de l'élocution, de la mastication. D'accord, et surtout, parfois, il y a même des patients qui font des troubles de la déglutition, des fausses routes, etc. Et puis, l'électroneurommyogramme peut être effectué en cas d'atteinte sévère et en l'absence de récupération rapide. On ne fait pas de NMG, donc dans les situations banales et typiques. Il permet d'apprécier l'intensité de la dénervation et de suivre la réénervation. Non seulement il nous permet alors d'évaluer ou d'apprécier donc l'intensité ou l'ampleur de la paralysie, l'importance de la paralysie. Il permet également de suivre le rétablissement de la paralysie, c'est-à-dire la réinnervation, parce que la réinnervation va se faire de manière progressive, rééducation, etc. Et donc, l'ENMG est un outil très intéressant pour suivre cette réinnervation, c'est-à-dire comment est-ce que le nerf facial commence à restituer ses fonctions après une paralysie qui était initialement importante. D'accord? Et maintenant, on passe au chapitre 5 de ce cours, c'est le diagnostic étiologique que je vais aborder dans une prochaine vidéo.